Quelque part au large des côtes brésiliennes, des plongeurs inspectent une tortue. Ils évaluent son âge et son poids. C'est une opération de routine. Puis, ils lui volent un trésor microscopique, quelques fragments d'ADN de la peau et des muscles, que des généticiens décoderont plus tard en laboratoire. Ces hommes et ces femmes travaillent pour TAMAR, l'institution à laquelle le Brésil doit d'avoir sauvé localement ces tortues marines en voie d'extinction et la biodiversité de ses mers. Une tortue trop curieuse se précipite vers les biologistes. Elle ne ressemble à aucune des tortues marines actuellement connues. S'agit-il d'un monstre, d'une nouvelle espèce? Pour le savoir, il faut la ramener au laboratoire. Les tortues marines ont fait un long chemin dans le temps pour survivre jusqu'à l'époque moderne. Sur une terre qui n'en finissait pas de prendre forme, leurs ancêtres sont nés avec les dinosaures, voici plus de 210 millions d'années. Elles se subdivisèrent ensuite entre de nombreuses formes et espèces, celles qui apprirent à rétracter leur cou sous leur carapace, et celles qui prirent l'habitude de le courber latéralement, celles qui s'enfoncèrent à l'intérieur des terres, et celles qui colonisèrent les mers. Qui aurait cru qu'il suffirait de 3 siècles pour pousser vers l'extinction la plupart de ces animaux taillés pour survivre? Tués pour leurs écailles ou pour leur chair, la plupart des tortues marines sont en danger. C'est sur les côtes atlantiques de l'Amérique du Sud, et notamment sur celle du Brésil, au sud de Rio de Janeiro, que se joue leur destin. Dans la région de Salvador de Bahia, elle bénéficie de courants chauds venus de l'équateur, d'un environnement riche en nourriture et de fonds marins que la pollution n'a pas encore dévastés. Cette zone est stratégique pour les diverses espèces de tortues marines, car celles qui y naissent iront ensuite peupler tout l'Atlantique et les Caraïbes. Pourtant, la malédiction de l'extinction a frappé les tortues marines jusqu'en ces lieux miraculeux. Elles y ont été presque exterminées. Heureusement, dans les années 1980, naît le projet TAMAR, une initiative qui va permettre de sauver plus de 10 millions de tortues marines sur les 9000 km de côte brésilienne. Pendant 30 ans, les causes du braconnage des tortues ont été analysées et combattues. On a cartographié et protégé les lieux de ponte. Une communauté de volontaires casse-cou et amoureux de la mer s'est constituée autour de scientifiques unis par un même objectif: réintégrer les tortues marines dans la biodiversité de cette région. Les 23 bases de TAMAR s'étalent de la région de Florianópolis au sud à celle de Fortaleza au nord. Le quartier général se trouve à Praia do Forte, non loin de Salvador de Bahia. Il est ouvert au public afin que celui-ci se rende compte des efforts qui restent à entreprendre en faveur des 5 espèces de tortues qui fréquentent les côtes du Brésil. En 30 ans d'action, TAMAR a contribué à l'augmentation du nombre de sites de ponte et à l'accroissement démographique d'espèces partout ailleurs en régression. Quelques heures à peine se sont écoulées depuis que des plongeurs ont ramené de la mer une tortue non identifiée. La biologiste qui l'examine détecte tout de suite des anomalies. Lúcia da Silva a vu passer entre ses mains des milliers de tortues. Elle sait les identifier au premier coup d'œil. Voyez cette petite plaque, la 5e. Normalement, la tortue imbriquée possède 4 plaques latérales.
Elle a ici une plaque au milieu de la tête aussi, qui est une caractéristique d'une autre tortue, la tortue Kauan. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un prélèvement pour faire une analyse génétique et voir ce que nous dit le laboratoire. Un fragment de tissu est prélevé à l'emporte-pièce. Il doit être soigneusement préservé car le laboratoire capable d'en analyser l'ADN est situé à Gainesville, en Floride. L'échantillon va faire un voyage de plus de 6000 km. Se pourrait-il que les plongeurs brésiliens aient découvert une nouvelle espèce de tortue marine? Une tortue venue on ne sait d'où, jusqu'ici passée inaperçue, ou née récemment d'un mystérieux processus évolutif? Les généticiens de Gainesville préparent l'échantillon. Au cœur de chaque cellule, qu'elle soit de muscles, de sang ou de tissu interstitiel, se trouvent les filaments d'ADN qui constituent la carte d'identité de l'animal. Leur décryptage dira bientôt d'où vient la tortue inconnue. Mais il faudra attendre plusieurs jours le verdict du laboratoire. Pendant ce temps, au Brésil, les défenseurs des tortues marines continuent mission après mission de lutter contre les facteurs qui ont failli causer leur anéantissement. Pour les tortues, le risque d'être capturées pour leur écaille, dont on faisait autrefois des peignes et des objets précieux, s'est réduit. En revanche, des milliers de tortues sont chaque jour victimes collatérales de la pêche. Les tortues de mer ont la capacité d'extraire près de 50% de l'oxygène contenu dans l'air qu'elles respirent. Un taux très élevé qui leur permet de rester longtemps immergées. Cependant, la durée d'immersion ne peut pas dépasser 6 heures. Au-delà, la tortue suffoque et se noie. Les filets et les chaluts des pêcheurs sont devenus le cimetière des tortues marines. Certaines de ces tortues peuvent être sauvées juste à temps. Celle-ci, par exemple, a eu l'épaule démise en tentant de s'extraire d'un filet. Les vétérinaires remettront en place la tête de l'humérus. Traité aux anti-inflammatoires, l'animal pourra être remis à l'eau. Tous n'ont pas cette chance. Des patrouilleurs de Tamar ont détecté un navire de pêche sur une zone où les tortues viennent s'alimenter. Bonjour tout le monde. C'est de la pêche au filet, non? Je sais que vous ne posez pas le filet pour les tortues, c'est clair. Mais parfois, elles se prennent dans les filets et finissent par se noyer. Ici, il y a beaucoup d'algues. C'est une zone d'alimentation. Faites l'effort de poser ce filet un peu plus loin de cette zone. Dans un endroit plus éloigné de la zone d'alimentation, tu comprends? Vous pouvez nous la passer? Pour qu'on l'emmène au centre et qu'on la mette en quarantaine? Par ici, s'il vous plaît. Tu peux lâcher. Lâche ta main. Les tortues marines courent des périls permanents qui font de leur sauvegarde un miracle extrêmement fragile. Oui, donc, Thaïs, cette tortue s'est prise dans un filet. Il vaut mieux qu'un animal pris dans un filet reste en observation, parce qu'on ne sait pas s'il a inhalé de l'eau, s'il s'est débattu, s'il est blessé. Elle semble vigoureuse. Apparemment, elle va bien. Elle ne s'est pas blessée. Une autre tortue est amenée par une équipe de soigneurs. Cet animal est une tortue mâle, une tortue verte. Elle a été trouvée échouée, très affaiblie à Saipé. On va essayer de la soigner et, qui sait, la remettre à la mer. Elle avait du mal à se déplacer. Elle était à bout de force. Et nous, on essaie de remédier à cette situation. Oui, cet animal a dû passer pas mal de temps à flotter dans cet état. Il a de petites blessures sur la carapace. Il s'est probablement laissé porter par la marée et a fini par se blesser sur les rochers. Mais la cause première qui l'a mis dans cet état, on ne peut pas la déterminer. Il semble bien, cependant, que les poumons de cette tortue naufragée aient absorbé des quantités d'eau suffisantes pour provoquer une pneumonie, affection classique des tortues prises dans les mailles des filets de pêcheurs. Elle est encore apathique. Vous avez vu? Je l'ai manipulée, je l'ai mesurée et elle n'a pas réagi.
Mais elle a déjà montré une petite amélioration depuis qu'elle est arrivée. C'est pourquoi nous allons essayer de voir si elle peut rester dans l'eau. Sinon, on la remettra dans la piscine sèche. Ce que les scientifiques veulent évaluer, c'est la capacité de cette tortue à plonger de nouveau. Elle a bien répondu, mais elle continue de flotter, non? Maintenant, nous allons attendre un peu pour qu'elle se calme et pour voir comment elle va flotter. Si elle flotte, notamment sur la partie postérieure, c'est peut-être à cause d'une pneumonie ou d'une occlusion intestinale. Les tortues de mer sont tellement vulnérables qu'il suffirait de peu de choses pour que les espèces auxquelles elles appartiennent se retrouvent de nouveau au bord de l'extinction. À Gainesville, en Floride, les experts sollicités pour résoudre le mystère de la tortue inconnue sont sur le point de découvrir le verdict des analyses génétiques. Il ne s'agit pas d'une nouvelle espèce, mais du croisement entre deux espèces déjà existantes. Cette tortue est un hybride. Les principales espèces de tortues de mer présentes au large du Brésil sont la tortue imbriquée, la tortue verte, la tortue kawan et la tortue olivâtre. À ces espèces, il faut ajouter la tortue luth, véritable géante des mers. Qui se distingue des précédentes par sa taille, elle peut peser plus de 600 kg, et sa morphologie. Normalement, les tortues de mer, comme tous les animaux, ne se reproduisent qu'avec des congénères, c'est-à-dire des individus appartenant à la même espèce. Mais il peut arriver qu'à la suite de certains dérèglements, des hybrides soient produits par des animaux qui ont trouvé un partenaire au sein d'une espèce proche, mais différente. Si les hybrides deviennent envahissants et se développent au détriment des espèces mères, l'hybridation peut représenter un terrible danger pour des animaux raréfiés. C'est pourquoi Tamar lance une étude des liens de parenté entre les populations de tortues d'une ampleur jamais connue auparavant. Les données sont recueillies sur toutes les côtes du pays. Les tortues sont pesées et mesurées. La moindre anomalie de leur morphologie est répertoriée. Des échantillons d'ADN sont collectés et analysés. Pour recueillir des données significatives, on ne se contente pas d'observer les tortues sur Terre, on va aussi les capturer au large. Les chercheurs espèrent découvrir que l'hybridation n'est qu'un phénomène marginal et qu'il ne remettra pas en cause 30 ans d'efforts en faveur des tortues de mer. C'est à l'Université fédérale de Minas Gerais que les résultats sont centralisés. Ils seront traités par le professeur Santos, l'un des plus grands généticiens du Brésil. Au milieu des dauphins et des baleines, c'est une véritable traque aux tortues qui s'engage. Les résultats ne seront significatifs que si les observations portent sur un nombre suffisant d'individus. Arrivent les premiers résultats des études génétiques. Les biologistes respirent. Dans la région de Fernando de Noronha, une île océanique située à plus de 500 km des côtes, célèbre pour sa biodiversité, on a trouvé un seul individu hybride sur 100. Rien qui s'éloigne de la norme. Le soulagement sera de courte durée, car on découvre bientôt que sur les animaux testés le long des côtes, le taux d'hybridation atteint 40%, une proportion jamais observée auparavant. Heureusement, on sait que l'hybridation ne produit en principe que des individus stériles.
Il s'agit donc d'un phénomène comparable à une épidémie qui, forcément, s'interrompra d'elle-même comme une bataille cesse, faute de combattants. Mais s'il n'en était pas ainsi, les hybrides pourraient peu à peu submerger les populations des espèces mères, ce qui, de nouveau, les mettrait en danger de s'éteindre. Les analyses complémentaires menées par les chercheurs de l'Université fédérale de Minas Gerais vont révéler une vérité à laquelle nul ne s'attendait. Les généticiens vérifient leurs analyses et les vérifient encore. Il faudra bien l'admettre, ces résultats prouvent que non seulement les tortues hybrides du Brésil sont devenues fertiles, mais aussi qu'elles semblent pouvoir se reproduire à l'infini. C'est le plus stupéfiant. Il semble qu'il y ait des hybrides de seconde génération. Leurs petits ont survécu et ont déjà eux-mêmes une progéniture. Comment l'hybridation a-t-elle pu prendre une telle importance parmi les tortues de mer du Brésil? Pour le comprendre, il faut partir du premier instant de leur vie. Nous sommes dans la réserve biologique de Fernando de Noronha, sur l'un des sites de ponte des tortues. Pour veiller sur les mères en période de reproduction, une ronde de nuit a lieu toutes les heures. Une tortue venue pondre, toujours à marée basse, passera 90 minutes sur la plage. Elle choisit d'abord le meilleur emplacement pour creuser son nid, parfois sur un sable bien dégagé et parfois au milieu de la végétation. Quand la mère pond, rien ne peut l'arrêter. Elle ne se retirera qu'après avoir déposé dans le sable 50 à 200 œufs. Pendant la ponte, elle demeure absolument vulnérable. Utilisant ses nageoires postérieures comme des pelles, la mère recouvre les œufs de sable. Elle se retire enfin. C'est le soleil qui maintiendra les œufs au chaud. Il se chargera ainsi de leur incubation. Épuisé, l'animal doit encore traîner jusqu'à la mer ses 200 kilos. Le temps nécessaire à l'incubation est d'environ 2 mois. C'est précisément pendant cette période que s'est mis en place le mécanisme invisible et mystérieux qui va provoquer l'hybridation. En effet, quand vient l'heure de l'éclosion, les bébés qui sortent de terre ne sont pas forcément répartis entre mâles et femelles en proportions égales. Tout dépend de la température qui a régné pendant l'incubation. Une température plus élevée provoque la naissance d'un plus grand nombre de femelles. Quelques dixièmes de degrés de moins, et les mâles sont plus nombreux. Les jeunes tortues doivent affronter un véritable calvaire. Il leur faut parfois 4 jours pour s'extraire du sable. Les jeunes tortues finissent le plus souvent dans l'estomac des oiseaux, des renards, des chiens ou des crabes. À peine ont-elles franchi l'obstacle des premières vagues que d'autres prédateurs les attendent sous l'eau. Les dorades coryphènes ou quelques oiseaux plongeurs qui ne renoncent pas à les pourchasser. Même lorsqu'elles se croient hors d'atteinte, elles trouvent encore sur leur chemin des promeneurs désireux de
faire leur connaissance. Une tortue sur 1000 seulement parviendra à l'âge adulte. L'invasion des tortues hybrides au Brésil est en train de se produire. La science ne se risque pas encore à en donner une explication définitive. Pourtant, l'urbanisation des côtes, le développement des activités humaines, une économie en pleine expansion suggèrent une hypothèse que beaucoup de chercheurs prennent au sérieux. Le réchauffement planétaire pourrait avoir déjà provoqué une hausse de température suffisante pour déséquilibrer la proportion de mâles et de femelles dans les populations de tortues. Des individus, cherchant en vain au sein de leur propre espèce des partenaires du sexe opposé pour se reproduire, se rabattraient sur des individus d'espèces voisines. Une variation de température de quelques dixièmes de degré suffirait à provoquer ce phénomène. Les tortues imbriquées, vertes, kawanes et olivâtres, sont de nouveau en péril. Il faut redoubler d'efforts pour les protéger. Pour tenter de sauver les tortues de mer, il faut traiter de nombreux problèmes. L'un des principaux vient du système d'orientation des tortues qui viennent de naître. Elles se dirigent vers la plus forte lumière perceptible, instinct hérité de l'époque où cette lumière ne pouvait être que celle de la Lune reflétée sur les vagues. Aujourd'hui, les projecteurs installés sur les plages, les hôtels illuminés, les enseignes au néon perturbent leur système de géolocalisation. Et des centaines de tortues meurent égarées sans jamais atteindre les premières vagues. Une réglementation oblige désormais les promoteurs à limiter les effets des lumières artificielles et les incite à les réduire ou à les dissimuler derrière des rideaux de végétation. Désormais, chaque œuf pondu par une tortue de mer peut produire une tortue hybride, féconde et issue de deux espèces différentes. La question qui se pose à présent est de savoir dans quelle mesure les tortues hybrides menacent l'existence même des espèces mères. Les tortues marines ont pour particularité d'accomplir de longs voyages et de se nourrir sur des zones spécifiques à chaque espèce. Les experts veulent savoir si les hybrides iront s'alimenter sur les zones où elles risquent de concurrencer les espèces mères. Pour cela, ils ont décidé d'équiper des tortues hybrides de radioémetteurs. Une fois la carapace lavée, l'appareil est fixé sous une gangue de fibres de verre qui résistera aux plus grandes profondeurs. Chaque fois que la tortue remontera à la surface pour respirer, l'émetteur transmettra sa localisation à un satellite. Cette tortue traversera peut-être tout l'Atlantique Sud pour trouver les zones où pullulent ses crustacés préférés. Elle sait, d'instinct, comment se laisser porter par les courants et économiser son énergie. Sur leur trajet à travers les océans, beaucoup de tortues sont victimes, comme leurs ancêtres, d'une pêche en expansion continuelle. Celles qui auront avalé un hameçon mourront fatalement. Les pêcheurs ne s'intéressent pas spécifiquement aux tortues. Ce qu'ils veulent capturer avec ces hameçons géants, ce sont des thons, des marlins, des espadons. Mais aucun dispositif n'empêche les tortues de se les enfoncer dans le gosier.
Quand une tortue arrive sur le pont des navires de pêche, exténuée, l'estomac ou l'ésophage déchiré par l'hameçon, ses chances de survie sont minces. Même lorsque les pêcheurs la rejettent à l'eau. Les hameçons peuvent aussi s'accrocher à la gorge ou aux nageoires et lacérer les muscles. Lorsqu'il s'agit de grandes tortues telles que les tortues luttes, les dommages sont généralement irréparables. Pour que cesse cette hécatombe, un fondateur de Tamar, Guy Marcovaldi, a eu l'idée de créer un dispositif appelé un attracteur. Il s'agit de proposer aux tortues des étapes où elles trouveront à s'alimenter dans des zones sécurisées. L'attracteur est une structure sous-marine qui s'enfonce jusqu'à plusieurs milliers de mètres de profondeur. Elle est composée de panneaux flexibles où le plancton et des micro-organismes peuvent se fixer, attirant les habitants de la haute mer. Les attracteurs sont devenus un point de rencontre entre les chercheurs et la faune, un lieu privilégié pour observer et étudier les créatures de la mer. Des animaux aussi divers que la dorade coryphène et le globicéphale ou baleine pilote viennent volontiers s'y faire photographier. Une nuée rouge sang monte comme une marée, c'est un nuage de bébés crabes. La vie attire la vie. Un banc de poissons tourbillonne pour déstabiliser les dorades prédatrices. C'est ici que Tamar expérimente un projet qui pourrait changer la vie des tortues de mer. Un hameçon circulaire qu'elles ne pourraient pas avaler, ou du moins qui ne pourrait pas se fixer dans leur tube digestif. L'expérience n'en est qu'à ses débuts. Un navire ami pêche dans les environs. De nombreuses tortues fréquentent la zone, en raison de la présence de l'attracteur. Une palangre, long câble d'où pendent des lignes de pêche, a été équipée d'hameçons Tamar. Les membres de l'équipe sont à la fois impatients et inquiets de la remontée. Les dorades se sont prises aux hameçons, mais aucune tortue n'apparaît. Cependant, rien n'est encore joué car les câbles se sont emmêlés. Il se peut encore que des tortues soient prises aux hameçons sous les eaux. Guy décide d'aller vérifier la situation. Des tortues nagent avec indifférence. Aucune n'a été prise au piège. Les lignes sont désemmêlées et peuvent à présent être toutes remontées. Les dorades n'en finissent plus d'atterrir sur le pont, mais aucune tortue ne montre le bout de sa carapace. L'opération est un succès. Expérimenté à grande échelle, l'hameçon Tamar réduit de 70% la prise de tortues à la palangre. Et les 30% qui restent survivent, puisque l'hameçon n'atteint pas l'estomac. Les mêmes chercheurs profitent de leur présence en eau profonde pour remonter à titre expérimental des animaux prélevés le long de l'attracteur, à plus de 1000 mètres de profondeur. Un poisson à tête de cheval, créature paisible et nocturne, semble indifférent aux plongeurs.
Un jeune luvarus n'a pas atteint son poids maximum de 200 kg. La moisson inclut un poisson jusqu'alors inconnu, répertorié pour la première fois. Sa tête ressemble à un amas gélatineux. Il sera baptisé Tamar. Une murène géante, jamais vue auparavant, complète les captures. Les attracteurs géants conçus pour offrir un havre aux tortues ont ainsi permis d'identifier 10 nouvelles espèces de l'Atlantique Sud. Sur les routes infinies des océans, voyagent ainsi les tortues hybrides. Une des grandes questions qui doit être résolue sur les tortues marines est de savoir où elles s'alimentent. Chaque espèce possède une caractéristique et s'alimente dans un endroit différent. Dans le cas des hybrides, grâce à l'étude télémétrique, nous avons déterminé qu'elles peuvent s'alimenter dans un endroit répertorié comme propre à une autre espèce. Par exemple, la tortue kawan mange plutôt au fond. Elle mange des crabes, des animaux qui vivent au fond de l'océan. La tortue imbriquée, elle, s'alimente normalement sur les récifs de corail, qui sont un autre milieu. Au cours de l'étude que nous avons faite, des hybrides de tortues imbriquées sont allés s'alimenter là où vont normalement les kawan. Les retombées de ces études sont inquiétantes, car elles semblent indiquer que les tortues hybrides s'adaptent aux nourritures des deux espèces mères et se placent en compétition alimentaire avec elles. Dotées d'une morphologie faite pour manger des éponges, elles deviendraient capables, par exemple, de dévorer des crustacés. Pour vérifier un bouleversement aussi incroyable, le suivi télémétrique des animaux ne suffit pas. Il faut avoir recours à une technologie très avancée. C'est de nouveau à Gainesville que cette technique est mise en œuvre. Il s'agit d'étudier au niveau atomique des variations isotopiques liées à l'environnement. Des échantillons de tissus vont permettre d'étudier l'alimentation des tortues hybrides. À la base, un isotope est une autre version d'un élément. Le carbone, l'azote, l'oxygène, l'hydrogène ont tous différentes variétés d'isotopes. Un isotope a un neutron supplémentaire, ce qui le rend un peu plus lourd. Ces isotopes de carbone et d'azote sont ceux que nous utilisons particulièrement pour comprendre le régime alimentaire et l'habitat des tortues. Nous pouvons essayer de voir si les hybrides ont la même alimentation que leurs pères, et aussi essayer de déterminer si elles utilisent le même habitat ou vont vers les mêmes lieux. 400 échantillons de tissus sont nécessaires pour parvenir à un résultat grâce à cette méthode, qui permettra bientôt de déterminer l'ampleur du danger qui guette les tortues d'espèces pures. Il devient de plus en plus certain que les tortues marines sont au bord d'un précipice évolutif, comparable à celui où les avait jetés la pêche intensive dont elles étaient victimes jusque dans les années 80. Depuis, des pêcheurs tels qu'Ulysse se sont reconvertis. Ulysse, par exemple, fabrique et vend des tortues de papier mâché. Aujourd'hui, un autre pêcheur, Antonio, protège les tortues qu'il tuait autrefois. Avant le projet Tamar, tous les pêcheurs prenaient les tortues dans les filets. Ils les prenaient pendant la ponte et les tuaient pour les manger. Quand on en prenait une, c'était la fête. Celui qui la tuait la partageait avec tout le monde. On mangeait les œufs, on mangeait tout. Mais aujourd'hui, on ne fait plus ça. Le travail d'Antonio consiste à repérer les nids de tortues grâce aux traces que celles-ci ont laissées sur le sable. Bonjour Antonio, est-ce qu'il y a eu une ponte aujourd'hui? Oui, il y en a une ici. Alors il va falloir transférer les œufs. On ne peut plus prendre le risque de laisser sur place les œufs de tortue quand les femelles les ont pondus dans des zones à risque. Il faut les mettre à l'abri. 30% des œufs sont ainsi déplacés. Les œufs sont replacés sous le sable avec précaution dans une zone surveillée. Chaque nid est ensuite marqué d'un piquet blanc.
Un grillage enfoui empêchera les prédateurs d'atteindre les œufs. Ces mailles sont assez larges pour laisser passer les petits après l'éclosion. On enregistre les données GPS de chaque nid. On sort à 4 h du matin et on fait toute la plage, 7 km de plage. Après, si des tortues sont sorties, je le note. Si un nid apparaît, je le signale. S'il y a une tortue morte, je les préviens. En fait, je les préviens pour tout. Et ensuite, je vais avec eux pour travailler sur la plage. Antonio repère les nids dans lesquels les œufs ont éclos. Les marques sur le sable montrent que les petits sont déjà partis vers la mer. Mais quelques bébés n'ont pas réussi à s'extraire du sable. Antonio les libère. Antonio met de côté les œufs qui n'ont pas éclos et sépare les petits déjà morts de ceux qui vivent. Travail minutieux, chaque jour répété. Sans le savoir, Antonio envoie peut-être vers la mer des hybrides qui peupleront les océans, où ils prendront la place des tortues imbriquées, kawan ou vertes qu'il chassait jadis, quand elles étaient son gagne-pain et sa nourriture quotidienne. Tout est fait pour enseigner aux nouvelles générations, dès leur plus jeune âge, que les tortues représentent une forme de vie précieuse et fragile. On attrape les œufs et on les enterre dans les enclos. Chaque petit enclos est un nid. Avant, les gens tuaient les tortues pour faire des peignes avec leur carapace. Le même effort de pédagogie est entrepris avec les touristes et avec les visiteurs. En initiant ces actions d'éducation, les responsables du centre ne se rendaient pas compte qu'un jour, il deviendrait d'autant plus nécessaire que les tortues marines seraient de nouveau en péril dans la région. Chacun de ces enclos peut contenir des tortues imbriquées, kawan, olivâtres ou vertes. En dépit des efforts déployés, les dangers se multiplient pour les tortues au moment de leur naissance. Les quads et autres véhicules motorisés utilisés sur les plages peuvent dresser entre les bébés et la mer des obstacles infranchissables.
La négligence et la pollution compliquent encore davantage la difficulté de naître et de gagner la mer. Sans doute la nature a-t-elle voulu que le nombre des œufs pondus compense les pertes à la naissance. Mais ce mécanisme peut pousser une espèce en danger, plus près de l'extinction. La découverte de l'hybridation des tortues oblige à décupler les efforts de préservation. Mais sait-on désormais si ces efforts profiteront aux tortues de pure race ou aux hybrides? Dans le doute, il faut quand même agir. Dans cette région, où le tourisme se fonde désormais sur l'observation des tortues, la coopération des hôtels et des opérateurs de séjour est donc indispensable, car ces derniers sont à la fois une source de financement et un risque pour la protection de la biodiversité. Des patrouilles sont organisées par Tamar le long des plages et la coopération des touristes est requise. Ces derniers ont signalé la présence d'une tortue morte rejetée par la marée. Un biologiste arrive sur les lieux. Toute tortue échouée sur la plage fait l'objet d'examens attentifs. En effet, la concurrence entre les hybrides et les tortues de pure race et leur compétition pour les mêmes ressources alimentaires conduisent à se demander si de nouvelles causes de mortalité peuvent atteindre ces dernières. On l'a trouvé au kilomètre 4. Une autopsie est indispensable pour connaître les causes de la mort. Prépare-toi à l'odeur. Le plus important pour nous, c'est d'observer le système digestif et les poumons. On peut identifier un bouchon de bouteille de soda, probablement, du plastique, une boule de corde en nylon. Cette corde bleue est très utilisée sur les embarcations. Du plastique. Ça, ici, c'est un reste de sac plastique. Vous voyez comme son estomac en était plein? Seulement des déchets. Une tortue ne peut plus plonger quand ses voies digestives sont obstruées par des déchets. La tortue trouvée sur la plage est morte pour des raisons tragiquement banales et liées à la pollution des océans. Les tortues confondent couramment des sacs de plastique avec des méduses ou avec des algues. Une fois qu'elles les ont avalés, leur sort est scellé. Les tortues meurent ainsi d'inanition, incapables de replonger pour s'alimenter. Au Brésil, le parc national Fernando de Noronha demeure l'un des plus beaux sanctuaires où l'on puisse encore contempler des tortues imbriquées, vertes, kawan ou olivâtres. Des plongeurs viennent du monde entier pour y admirer l'infinie diversité de la vie dans l'océan. Parfois, il leur est donné de nager avec des tortues. Ils ne peuvent savoir s'il s'agit de tortues hybrides, ni si ces tortues venues d'ailleurs se substitueront à des espèces qui, jusqu'alors, avaient survécu aux dinosaures. On continue de transporter des touristes vers les eaux où se déroule peut-être en temps réel un phénomène rarement observé, la prise de pouvoir insidieuse d'une espèce nouvelle. Mais les visiteurs aiment mieux regarder les dauphins qui virevoltent sous leur navire
que la réalité d'un monde qui change et s'uniformise. Les chercheurs de Tamar, cependant, sont toujours proches des visiteurs pour tenter de leur faire comprendre le lien qui existe entre leurs actions quotidiennes et le destin des tortues qui peuplent l'océan. Une tortue hybride est remontée sur le pont d'un navire touristique. Un prélèvement d'ADN est effectué sous les yeux des passagers. Dans l'état de Bahia, un nid où la plupart des jeunes tortues sont mortes, à peine nées, a été signalé aux biologistes. La morphologie de celles qui ont survécu est étrange, suspecte. C'est sur ces écailles qu'on le voit. 1, 2, 3, 4. Les prélèvements routiniers sont effectués. Peut-être expliqueront-ils pourquoi ces tortues un peu difformes sont mortes au moment même de leur naissance. Ce jour-là, les chercheurs qui découvrent les résultats du décryptage ADN sont sous le choc. Les tortues ne sont pas des hybrides, mais des tri-hybrides, mélange de 3 espèces différentes. Paradoxalement, la mort et les anomalies morphologiques des jeunes tortues de Bahia annoncent peut-être une bonne nouvelle et un nouvel espoir pour les espèces pures. En effet, il se peut que les tortues hybrides soient désormais victimes de leur propre désordre génétique, que leur machine à survivre soit à bout de souffle, que leurs rejetons se révèlent au fil des générations, stériles ou monstrueux. Nul ne peut encore rien affirmer. Les tortues luttes, imbriquées, kawanes, vertes et olivâtres ont survécu à l'âge glaciaire et à plusieurs changements climatiques planétaires. Elles ont réchappé à l'extermination par les hommes et à l'exploitation commerciale de leur écaille et de leur chair. Elles ont traversé plusieurs décennies de tourisme ravageur. Elles ont tenu bon face à leurs prédateurs. Un nouveau défi se présente aujourd'hui, dont la cause dépasse infiniment la compréhension humaine. Mais ce que les biologistes de Tamar, volontaires et amoureux des tortues, ont accompli une fois, ils pourront peut-être l'accomplir de nouveau. Se mobiliser en masse contre la fatalité et sauver encore les fragiles tortues marines. Car les tortues marines sont nécessaires. Elles vivifient les récifs coralliens. Elles élaguent les plateformes envahies d'algues. Elles entretiennent les sables du plancher océanique. Elles sont les ingénieurs des milieux marins. Autour d'elles croissent des poissons et des organismes vivants qui se nourrissent de leurs déchets dans leur sillage. La menace hybride s'éloignera peut-être bientôt des tortues marines. Elles auront bien mérité alors la réputation qui fait d'elles, dans tant de civilisations, le symbole même de l'éternité.